Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Christian Van Est, assisté d'Alexandre, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 11 décembre 2019 de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors bonsoir à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Nous allons cette fois-ci évoquer une toute autre question que celles qui ont été évoquées, que celles au pluriel, donc qui ont été évoquées par Charles Gave. Mais Charles Gave nous fait le plaisir de rester quelques minutes avec nous pour nous parler aussi un peu du deuxième sujet, c'est-à-dire de la privatisation d'Aéroports de Paris et de la question qui est posée aux Français, par référendum peut-être, si 4 700 000 Français se décident à apporter leur signature à cette proposition de loi. Alors, on va d'abord présenter les autres participants à cette émission. Oui, et pour aborder cette question, nous recevons Catherine Gérard, vice-présidente de la Société française de droit aérien et spatial, ainsi que Olivier Tournafont, professeur agrégé de droit, Gauthier Boucher, et qui est également patron d'émission ici, oui, donc très bien, très connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, droit et liberté. Voilà. Gauthier Boucher, historien, conseiller municipal de Saint-Nazaire. Patrick Mignon, ancien commandant à Air France. Va intervenir, lui, à 20h au téléphone. Et il apportera également, parce qu'Air France est impliqué. Alors, je me tourne tout de suite vers Charles Gave, qui, étant libéral, est évidemment à fond pour la privatisation, mais qui, étant conservateur, a peut-être dans le fond de sa pensée l'idée que c'est pas une très bonne affaire de vendre les bijoux de famille quand ils sont aussi bien portants. Alors je ne sais pas, quel est votre avis là sur la question ? Je suis un vieux financier, vous savez, donc j'ai le plus profond respect pour l'argent. Alors la question pour moi, elle est assez simple. L'État doit remplir ses missions régaliennes, qu'il ne remplit pas. Aujourd'hui, si vous voulez où que j'aille, on m'explique que dans les hôpitaux, il n'y a pas un rond, dans les commissariats de police, il n'y a pas un rond, il y a de l'argent nulle part. Et c'est pas en allant vendre les bijoux de famille qu'on va résoudre le problème. Mais le fond du problème, pour moi, c'est un problème de cash flow escompté, ce qui est une horrible formule financière. C'est-à-dire que... J'ai pas compris, là. Ce sont des mots britanniques, donc barbares, sur cette radio. On sait combien les aéroports de Paris rapportent chaque année. Oui, tout à fait. Non, mais... Eh bien, vous prenez ce cash flow qui arrive chaque année, et puis vous en faites un calcul pour savoir quelle est la valeur équivalente à ce cash flow. En fonction des taux d'intérêt. C'est un calcul que n'importe quel étudiant de première année en finance sait faire. Si on vend les aéroports de Paris au-dessus de leur prix, l'État est gagnant, puisque ça va rapporter plus que ce qu'on va toucher pour les 20 ans qui viennent. S'il le vend moins à des copains, à ce moment-là, c'est pas du tout une bonne idée, c'est du capitalisme de connivence, une fois encore. Donc pour moi, c'est pas du tout une question de principe, c'est une question de prix. Et qui va être autorisé à faire une enchère ? Et question accessoire, est-ce que vous pensez qu'il est bon de poser ce genre de questions ? Faut-il privatiser à l'ensemble des Français ? Parce que ça, c'est très suisse. Hein. Le Suisse, non, ils ne se préoccupent pas de l'aéroport de Genève. Hein, c'est pas leur truc. Ils sont contre foot, ça. Oui, mais les Suisses pourraient poser la question. Il suffirait de réunir suffisamment de Suisses pour poser la question. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre pour le moment. Il n'est pas à vendre, non. Mais l'aéroport de Paris... Par contre, en tant que grand utilisateur d'avions, etc., je peux vous dire un truc, c'est que tout marche dans les aéroports en français, sauf la douane quand vous devez passer. Vous arrivez à 6h du matin, il y a 2 douaniers, vous avez... 2 heures de queue. Donc, je préférerais que l'État vende et qu'il y ait plus de douaniers. Et qu'il y ait plus de douaniers. Oui. En quelque sorte, que l'État fasse son travail et qu'il nous foute la paix à la façon dont on fait le nôtre. Voilà. Charles Gave, je pense que vous avez parfaitement rempli la mission. Attendez. Attendez qu'il soit parti parce qu'il ne va pas accepter la contestation sans répondre. Alors là, on aura affaire à un duo. Peu importe qu'on vende ou qu'on ne vende pas, les douaniers, ils ne seront jamais là non plus. Et ça posera toujours le même problème.
Puisque de toute façon, ça reste une activité de l'État dans le projet qui est proposé. Oui, je sais bien, ça reste une activité d'État, mais moi un jour j'étais arrivé à la douane comme ça, à 6h du matin à Paris, il y avait 2 douaniers qui faisaient passer, il y avait des centaines, et puis il y avait tous les douaniers qui étaient en train de boire du café et de rigoler et je suis rentré dans leur endroit. Et allez, vous allez vous mettre là-bas, ils sont tous sortis comme des lapins, hein. Moi, j'ai aucune autorité, j'ai rien du tout. J'ai simplement gueulé comme un âne en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez 2000 étrangers qui attendent là. » Donc, de temps en temps... Comme quoi les ânes ont du bon quand même. Comme quoi les ânes ont du bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si le citoyen gueulait plus quand l'État ne fait pas son travail, absolument, on n'en serait peut-être pas là où on est. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci à Charles Gave qui nous quitte pour prendre son avion, bien évidemment, à l'instant même. Pour prendre son scooter, parce que à Paris aujourd'hui, se déplacer en voiture, c'est pratiquement infaisable. Alors voilà, nous allons donc parler aujourd'hui d'abord des aéroports de Paris. Je rappelle ce que sont les aéroports de Paris, parce que bon, pour beaucoup d'entre nous, on connaît un aéroport, celui qu'on prend le plus souvent, Roissy, par exemple, on se dit, bon, on va privatiser Roissy, quoi, par exemple. C'est un peu plus compliqué que ça. Les aéroports de Paris, bon, bien sûr, à l'origine, c'est un établissement public, autonome, qui a été créé, d'ailleurs, toute l'affaire de l'aéronautique, je dis ça parce que Charles Gave est parti, et il serait peut-être pas tout à fait d'accord, c'est quand même une aventure de l'État français. C'est une aventure de la volonté de l'État français, et notamment du général de Gaulle. Lors de son premier passage en 1945, puisque c'est à ce moment-là qu'a créé l'établissement public autonome par une ordonnance du gouvernement du général de Gaulle, et que lorsqu'il revient, c'est la grande gloire d'Orly. Et puis ensuite, c'est le lancement de Roissy, ça il le verra pas, mais en hommage, on lui donnera son nom, ce qui était, à mon avis, bien mérité. Alors en 1946, le premier terminal provisoire d'Orly est achevé. La piste ouverte l'année suivante. En 1949, l'établissement gère une quinzaine d'aérodromes dans la région parisienne. Orly, en 1952, accueille déjà 1 200 000 passagers. Mais par rapport aux chiffres actuels, vous allez voir, ça n'est pas grand-chose. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est cette fois-ci au Bourget, qui va de plus en plus prendre cette option. Alors, de Paris avant-guerre, par exemple, je pense bien que lorsque le Daladier revient de Munich, il atterrit au Bourget, c'est bien ça. Sûr, hein, voilà. Donc, en 61, le général de Gaulle, de retour, depuis quelques années, inaugure Orly Sud. Et puis en 65, c'est la mise en œuvre de Roissy, qui est mis en service seulement après le décès du général en 1974. En 76, on atteint 20 millions de passagers. C'est quand même autre chose. Celui qui arrive après pour récolter l'héritage et pour le dissiper s'appelle Frédéric Mitterrand. François Mitterrand. Oui, moi je le connais bien, Frédéric. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus qui personnellement a un sens, mais uniquement pour moi. Donc, François Mitterrand inaugure donc le terminal 2A de Roissy en 82. Et en 2004, on est à 75 millions de passagers. Et puis surtout, en 2005, c'est fini avec l'établissement public. Les aéroports de Paris deviennent une société anonyme. Et c'est une société anonyme qui est introduite en bourse dès 2006, avec un État qui d'abord demeure très largement majoritaire à 67,2%. Et qui, petit à petit, va reculer, notamment, pour commencer, en raison de la fusion entre KLM et Air France, qui impliquera également une fusion, en quelque sorte, ou une alliance entre l'aéroport hollandais d'Amsterdam, je suppose, et puis celui de Roissy. Il y a un échange réciproque de 8% des actions. Là, on quitte l'orbite de l'État. Et ça se réduira de plus en plus, puisque, effectivement, l'État ne possédera plus, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, que 50,6% du capital. Alors, ADP, aujourd'hui, a une carte de visite assez somptueuse, puisque c'est le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire, non pas uniquement sur ces 3 grands aéroports, enfin ces 2 plus grands aéroports qui sont bien connus des Français, mais surtout parce qu'il a pris énormément de participation dans des aéroports étrangers. Et c'est ce qui fait de lui le premier service aéroportuaire mondial, avec en tout, si on cumule sur tous les aéroports, 281 millions
de passagers. Si je compare avec les chiffres de Roissy et d'Orly, c'est 72 millions à Roissy et 33 millions à Orly. Alors évidemment, on multiplie les aéroports qui sont dans le portefeuille. Il y en a 16, mais je pense que tout à l'heure, Mme Gérard nous précisera qu'il y a des évolutions. C'est un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros qui est en augmentation constante. Je souligne cette augmentation constante, augmentation vraiment importante, parce qu'effectivement, on se dit, on est en train peut-être de vendre la poule aux œufs d'or, quoi. Hein ? Certains disent les bijoux de famille, mais les bijoux de famille ne font pas de petits, comme chacun sait. Là, ce sont des bijoux de famille qui font des petits. Donc, est-ce que c'est bien malin de les vendre, hein ? Voilà, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Bon, actuellement, si je compare, c'est intéressant, le troisième grand service aéroportuaire mondial, c'est également français. C'est Vinci. Et ça, j'avoue, je l'ignorais avant de me pencher sur le problème, qui est pas loin. Il est à 228 millions de passagers. Et comme peut-être que Vinci sera intéressé, je sais pas, par la reprise d'ADP, on se dit que là, la question de monopole qui quelquefois est envisagée n'est peut-être pas forcément éloignée. 6 000 salariés qui sont regroupés actuellement à Tremblay en France, à côté de Roissy. Et une extension internationale tout à fait considérable qui lui permet d'intervenir en conseil, en aménagement de nouveaux aérodromes. On considère, un peu comme c'était le cas naguère pour l'atome, je ne sais plus si c'est encore tout à fait vrai. Je participais avec Mme Gérard récemment à une réunion où on a évoqué cette question de la filière nucléaire française où des doutes sont émis. Alors bon, est-ce que dans l'aéroportuaire, aujourd'hui, c'est la France qui effectivement a le vent en poupe et montre la voie aux autres? Voilà l'une des questions qui fait, est-ce que la France a intérêt à laisser en dehors de l'orbite de l'État une filière qui est un peu, non seulement poule aux œufs d'or, joyeux de famille, mais également une sorte d'emblème du savoir-faire français, quoi, hein. Bon, voilà ce qu'on peut poser également comme question. C'est une des participations de l'État les plus importantes, juste derrière EDF, et donc aujourd'hui on en est à la privatisation qui a été proposée en décembre 2017 par le gouvernement français, qui a connu un dialogue, des échanges qui manifestement n'ont pas été très très fructueux, puisqu'ils aboutissent à une opposition de pratiquement toute l'opposition politique, y compris, ce qui n'était pas évident, la droite. On pourrait penser que la droite est plutôt favorable à la privatisation, c'est pas le cas du tout, hein. Et ça s'est traduit, cette opposition, d'une façon assez nette, par le fait que 185 parlementaires ont lancé un référendum selon la procédure du référendum d'initiative partagée et non pas populaire. On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission, qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure en discutant, en échangeant avec Charles Grave, est une procédure bien compliquée et qui a quand même vraiment peu de chances d'aboutir. Je vais d'ailleurs faire une confidence à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Si j'ai souhaité que cette émission ait lieu, c'est aussi pour leur demander, si possible, d'aller sur le site pour signer la demande du référendum. Parce qu'il n'est pas normal que lorsqu'on pose une question aux Français, ceux-ci ne s'en saisissent pas, hein. La balle est, comme on dit, dans leur camp. Il faut qu'ils saisissent cette balle, quoi, hein. Voilà. Alors, les sondages donnent, les derniers sondages que j'ai eus donnent 20% des Français pour, 48% contre, et les autres pour l'instant savent pas. C'est donc avant tout aux autres que nous nous adressons pour essayer de leur dire, mais occupez-vous de ce dossier, bon sang, il a besoin qu'on s'en occupe. Alors, je m'arrête là en ce qui concerne la présentation des aéroports, et je me tourne maintenant vers Catherine Gérard pour lui demander, en tant que spécialiste du droit aéronautique et de toutes les questions qui tournent autour des avions, des satellites peut-être aussi, puisque vous vous intéressez au spatial, et de leurs passagers, et donc des aéroports, eh bien, ce qu'elle pense du sujet, notamment par son étendue, sa complexité, et puis peut-être
les pour et les contre qui s'opposent sur cette affaire. Ensuite, nous passerons la parole à Monsieur Boutet, en l'interrompant peut-être, je ne sais pas, par l'intervention téléphonique de l'ancien commandant d'Air France, Patrick Mignon, et ensuite on se retrouvera le professeur Tournefond pour parler plutôt du côté référendaire de la question. Catherine Gérard. Alors précisément, je pense qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que les aéroports n'existeraient pas s'il n'existait pas de transport aérien. Autrement dit, s'il n'y avait pas d'avion, pas de passagers, pas d'aéroport. Originellement, le transport aérien n'a commencé avec des aéroports, mais avec des avions aussi. La mission des aéroports, c'est d'aménager, d'exploiter et développer des infrastructures nécessaires au transport aérien. C'est une mission publique de mettre les aéroports à disposition des transporteurs et leurs clients pour assurer la desserte aérienne de la même façon qu'il est nécessaire que la collectivité mette à disposition des routes, des voies de chemin de fer ou des ports maritimes. Alors, je vais poser le problème plutôt en termes juridiques, puisque la question qui est posée, c'est de savoir si Aéroport de Paris est un service public, ce qui semble avoir été proposé dans la proposition de loi qui est faite devant pour le référendum. Proposition de loi référendaire, effectivement. Voilà. Pour ma part, je suis convaincu que c'est l'activité strictement aéroportuaire est un service public. Ce qui justifie des redevances pour services rendus. Et on a un article du Code de l'aviation civile, du Code des transports, qui dit très précisément que les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances sont des services rendus par des exploitants d'aérodromes. Il parle bien des services publics. Ces redevances, elles sont conçues pour permettre des recettes qui servent à l'amélioration des dépenses d'investissement des infrastructures aéroportuaires, autrement dit pour le développement des aéroports. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se demander si c'est un service public ou un monopole de fait ? C'est parce que l'article 9 du préambule de la Constitution dit bien que tout bien ou toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir ou rester la propriété de la collectivité. Donc, doit être nationalisé, pour être clair. Donc, effectivement, doit être nationalisé. S'il ne l'est pas. Et ne peut évidemment pas être privatisé s'il l'est. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, le Conseil constitutionnel, bien qu'il ne reconnaisse pas à ADP ce caractère de service public dans les propositions qu'il a faites, enfin du moins dans les observations qu'il a faites lorsque la loi lui a été soumise, il dit tout de même qu'ADP est chargé à titre exclusif d'exploiter plusieurs aéroports, dont les 2 principaux du pays. Il ajoute qu'ADP domine largement le secteur aéroportuaire français. Et notamment en Île-de-France. Eh ben oui. Eh oui. Donc effectivement, on peut déjà affirmer que c'est un service public. Mais c'est bien plus, à mon avis, un monopole de fait. Les arguments qui sont avancés sont de dire qu'il existe une concurrence entre les aéroports. D'abord, il n'existe pas sur le territoire français d'aéroports en concurrence avec Aéroport de Paris, parce que la concurrence, elle ne vient pas entre les aéroports, mais entre les compagnies aériennes. C'est seulement entre les compagnies aériennes qu'existe une véritable concurrence qui fait que les compagnies choisissent d'aller à tel ou tel endroit et elles choisissent les aéroports en fonction de leur trafic. Elles ne choisissent pas on ne verrait pas d'ailleurs, si on poussait très loin dans le raisonnement de la concurrence, Air France partir à Francfort ou à Londres en disant l'aéroport est mieux installé que celui de Paris. Donc là-dessus... La concurrence, c'est un faux-nez, quoi, en quelque sorte. Oui, je trouve que c'est un faux-nez. La concurrence est en fait celle des compagnies aériennes. Mais absolument. Et pas celle des aéroports. C'est un très bon argument, ça, effectivement.
Alors, on peut regarder un petit peu ce qui se fait par ailleurs. Aux États-Unis, à New York, par exemple, les Américains ont complètement décidé, eux, que les grands aéroports devaient opérer la distinction entre le service public qui doit être exploité par l'autorité publique, et à New York, c'est la commune qui exploite les aéroports. Alors bon, ils peuvent mettre en gestion... Donc dans ce grand pays libéral, voilà, où la propriété privée est reine, en fait, les aéroports sont des services publics. C'est un argument également de poids, ça. Hein. Alors, c'est des arguments qui ont été avancés à plusieurs reprises, mais qui ont tout le temps été balayés avec le fait qu'il existait probablement une concurrence entre les aéroports. Moi, je dois dire que si elle existe, elle est totalement à la marge. L'autorité de la concurrence française, elle-même, dans une décision qui date de 2010, tout de même, a indiqué que, placée en situation de monopole de fait, la société d'exploitation aéroportuaire doit continuer à être soumise à une régulation de leurs tarifs par l'autorité publique. Alors bon, là, en l'occurrence, c'est bien quand même ce qu'il se passe, puisque dans le projet de privatisation, il est prévu une une régulation des tarifs aéroportuaires sur les services typiquement aéroportuaires. Et c'est pour ça que j'ai bien dit au départ, on ne parle là que de l'activité strictement aéroportuaire, mais qui est quand même celle qui a permis à Aéroport de se développer. Par rapport à quoi? Par rapport aux services qui rendent pour la construction d'autres aéroports, ou par rapport aux services commerciaux qui sont à l'intérieur? Toutes leurs autres activités. Par exemple le commercial. Par exemple, mais alors, on va voir qu'effectivement, les activités commerciales, elles sont aussi tout à fait liées au transport aérien. Parce que s'il n'y a pas de passagers, les activités commerciales ne servent à rien. S'il n'y a pas de passagers qui doivent dormir à l'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. On est complètement, dans cette affaire-là, lié au fait que les compagnies aériennes apportent des passagers, que ces passagers sont les clients des boutiques commerciales, enfin du commercial d'Aéroport de Paris. Parce que souvent, l'un des arguments employés par le gouvernement, c'est de dire... de Paris lui-même. Et par tous les partisans de la privatisation, c'est de dire, mais enfin, l'État n'a pas à s'occuper de vendre du parfum ou du whisky ou des cigarettes, quoi. Bon, alors que ce n'est pas du tout le sujet, vous venez de le dire, c'est marginal par rapport à l'activité essentielle. Alors, c'est pas marginal, ça rapporte effectivement pas mal. Dans toutes les boutiques qui sont installées dans les aéroports, qui sont gérées par Lagardère. Elles sont pas gérées par Lagardère, elles sont gérées par ADP. Mais il n'y a pas une entente avec Lagardère. Il est probable qu'il y a eu effectivement un certain nombre de décisions de cette nature, mais ça, je n'en ai pas la connaissance. C'est les compagnies qui ont développé pendant assez longtemps les services autour. Et puis ensuite, Aéroport de Paris s'en est emparé. Et puis finalement, les Aéroports de Paris a déclaré que ces activités commerciales, c'était les leurs, que c'était grâce à leurs passagers, comme si c'était les aéroports qui transportaient. Je dois dire que c'est un petit peu surprenant. Moi-même, je l'ai constaté quand j'étais à Air France, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé à Air France. Il y a eu un moment où Aéroport de Paris souhaitait véritablement avoir connaissance de tous nos chiffres en matière de trafic. Et on sentait très bien qu'ils étaient en train de monter ce genre d'opération. Alors évidemment, on a freiné les cas de fer pendant un moment, mais ça n'a pas été suffisant, je pense. Vous pensez qu'ils avaient déjà cette idée derrière la tête, en quelque sorte? Je pense, oui. Mais vous allez voir pourquoi. Ah oui. Parce que ces activités commerciales, elles rapportent quand même pas mal à Aéroport de Paris. Elles génèrent des revenus conséquents, les boutiques, la restauration, les services bancaires, l'hôtellerie, les locations auto, les publicités, et puis certaines activités foncières et immobilières. Alors, historiquement, il existait une péréquation entre les revenus des activités aéronautiques et ceux des activités commerciales. On avait à ce moment-là le principe de la caisse unique, qui était une mutualisation des recettes de l'ensemble des activités sur la zone aéroportuaire.
Cette mutualisation des recettes, elle était même souhaitée par l'Organisation de l'aviation civile internationale et préconisée. Progressivement, on est passé de la caisse unique à une caisse aménagée via des textes réglementaires. Là, c'était des arrêtés qui donnaient un petit peu de souplesse et qui permettaient de faire éventuellement des pourcentages plus importants de passage d'une caisse sur l'autre, ou en tous les cas d'apport de la caisse commerciale sur la caisse aéronautique. Les redevances aéronautiques sont celles qui sont versées par les compagnies aériennes. C'est des redevances d'atterrissage, c'est toute une série de redevances dites réglementées, régulées, et qui sont assez chères pour les compagnies. Je n'ai pas de chiffre exact sur l'affaire, mais je sais que pour Air France, c'était une part importante je crois que c'est 2% de son chiffre d'affaires. Mais alors là, est-ce que ça ne crée pas une concurrence justement entre les aéroports ? Puisque les aéroports pratiquant des redevances différentes peuvent intéresser davantage les compagnies qui elles-mêmes sont en concurrence. Alors, certaines compagnies, et c'est effectivement ce qui s'est passé pour les low cost. C'est tout à fait ça que je pensais. Vous voulez dire les compagnies à bas coût. Voilà. Radio Courtoisie, je ne sais pas pourquoi, mais en général, on appelle ça des compagnies à bas coût, n'est-ce pas, Olivier Tournafond, oui. C'est bien ça. Oui, Ces compagnies à bas coût, pour ne pas les nommer, il y en a certaines qui se sont fait même aider par des aéroports de province en acquittant des redevances peut-être plus basses, mais surtout en se faisant aider sur des publicités, sur un certain nombre d'activités parallèles. Et ça a été porté devant la Cour de justice des communautés européennes, mais je ne sais pas le résultat de cette affaire. Je ne l'ai pas suivi. Avec le projet de privatisation, on arrive à un système, puisque c'est inscrit maintenant dans la loi, d'une double caisse. Autrement dit, vous avez d'un côté la caisse des redevances aéronautiques, celle des compagnies aériennes. De l'autre côté, la caisse des redevances, des loyers commerciaux. On sort donc totalement du pot commun, avec l'impossibilité pour les compagnies aériennes de bénéficier de l'apport que leurs passagers, en tous les cas, procurent à travers les boutiques. Et là, je dois dire que c'est clairement quelque chose contre lequel il faut se battre. En plus de ça, inscrit dans la loi, ça devient impossible de modifier les choses. Et à partir de là, on peut affirmer que les redevances aéronautiques seront seules pour financer les aménagements et les infrastructures aéroportuaires. Qu'est-ce qui va donc se passer à ce moment-là, Est-ce qu'on ne peut pas craindre une hausse des redevances aéronautiques et une réduction des dépenses d'investissement nécessaires à l'activité aéroportuaire? Alors, le Sénat, dans sa grande sagesse, a quand même proposé un amendement à cette disposition en précisant que la caisse commerciale non régulée, autrement dit, pourrait contribuer aux charges de la caisse régulée, à hauteur de 20% des charges du périmètre régulé, mais il ne l'a pas rendu obligatoire. À partir de là, on est effectivement un petit peu gêné. Mais de la même façon, on peut dire on peut craindre des charges supplémentaires pour les compagnies. On peut se demander également s'il n'y a pas un risque de hausse injustifiée pour les concessions commerciales, du prix des concessions d'activité commerciale, qui sont là placées en totale dépendance de l'aéroport. L'électricité, par exemple, passe par l'aéroport. Autrement dit, toute l'électricité distribuée sur Aéroport de Paris, aux compagnies diverses et variées, passe par Aéroport de Paris. Donc les tarifs sont pas forcément ceux qu'on pourrait avoir si on avait une véritable concurrence commerciale, comme le font les Américains. Les Américains ont un système où toutes les boutiques commerciales, toute l'activité commerciale
est complètement libéralisé. Alors là, on peut se poser la question, mais si ça ne se fait pas, on est dans un vrai monopole privé. Et je dois dire que là, ça devient... Je me pose la question de savoir si cette affaire-là a été vue par Bruxelles, par la Commission européenne, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel ils ne seraient sûrement pas d'accord. La question du monopole privé. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça a été accepté et ça a été choisi par Bercy, qui a été principalement le rédacteur du projet de texte, pour garantir les investisseurs futurs. Ça permet effectivement de remporter un certain nombre de garanties pour les investisseurs futurs. Il y a un autre problème, puisque c'est celui des terrains. Il y a 6700 hectares de terrain, propriété d'ADP, qui ont été privatisés, effectivement, lors de la loi de 2005. La totalité des terrains ont été déclassés, ceux qui étaient du domaine public, d'Aéroports de Paris, du domaine public de l'État. Tout ça a été déclassé. Ne reste à l'heure actuelle en domaine public que quasiment la tour de contrôle et puis 2-3 endroits où agit directement l'État. Mais il n'y a plus de domaine public. Et du coup, on se trouve... cette affaire-là a été faite pour valoriser, maximiser la valeur de l'entreprise en 2005. Ça a pas mal marché d'ailleurs. Moi, j'ai toujours regretté que Air France ne prenne pas des actions, ne prenne pas des participations dans ADP au moment où elle a été placée sur le marché. Est-ce qu'elle en avait les moyens, Air France ? Je ne sais pas, mais voilà. La situation d'Air France n'est pas mirobolante. Moi, en tant hélas, qu'actionnaire d'Air France, je regrette de ne pas les avoir plutôt achetés chez ADP. Voilà. C'est bien ce que je pensais en vous interpellant. Mais alors, dès lors, avec ces 6700 mètres carrés, on a... Hectares. Pardon, oui, hectares. On a ADP propriétaire et exploitant. Alors, il paraît que les hectares en question reviendraient dans l'escarcelle de l'État au bout des 70 ans. Parce qu'encore une fois, la privatisation est limitée à 70 ans. Hein. Voilà. C'est limité à 70 ans. C'est comme les autoroutes, quoi. Ce qui est quand même intéressant. Ouais. Parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ce que sera le transport aérien dans 70 ans. Oui, c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, ça rapporte beaucoup. Il n'est pas sûr que dans 70 ans, ça rapporte encore beaucoup. On n'aura peut-être plus d'avions. Eh bien oui, voilà. C'est comme ce que disait Charles Gave tout à l'heure pour les voitures. Les Allemands font beaucoup de ventes de voitures. Enfin, moins cette année, justement. Et peut-être qu'effectivement, la civilisation de la voiture, c'est fini. Et il faut peut-être ne pas trop escompter sur l'avenir. On va peut-être s'en arrêter là pour rappeler. Si vous le souhaitez. Oui, parce que on a un rendez-vous en fait téléphonique avec Patrick Mignon, et donc on va l'interroger, mais je pense qu'il va être à peu près sur la même longueur d'onde. Oui. Il y a une sorte de coalition Air France ce soir contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Patrick Mignon, vous êtes en ligne ? Bonjour Christian. Bonsoir Patrick. Je suis très content d'avoir un ex, mais c'est récent, commandant d'Air France à bord, si j'ose dire, de cette émission, oui. Et également qui est rentré en politique maintenant en profitant de sa retraite, oui. Puisqu'il est actuellement donc dans le bureau politique du Parti chrétien-démocrate. C'est ça. Pour être très clair. Et donc, voilà, je vous pose la question toute simple. C'est, en tant que praticien des aéroports et en tant que défenseur de la compagnie française Air France, je n'en doute pas un instant. Hein, est-ce que vous croyez que cette privatisation est une bonne chose ? Est-ce que vous n'y voyez pas des dangers ? Non, je pense que c'est une mauvaise chose. Ouais. Parce que la privatisation d'Aéroports de Paris, d'abord Aéroports de Paris, il ne faut pas se tromper, c'est pas seulement Roissy, c'est à la fois Orly également, et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est plus ADP Aéroports de Paris, c'est Paris Aéroport, donc c'est une version anglophone, anglicisée de Aéroports de Paris.
de manière à la mettre plus facilement sur le marché international. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les petits terrains satellites qui font quand même du trafic autour. Hein. Il y a les aéroclubs sont intéressés par ça. Saint-Cyr-l'École, le Bourget, Toussus-le-Noble notamment, Logne, tous les terrains qui sont dans le coin sont des terrains qui appartiennent au consortium Paris Aéroport. Je pense que c'est un mauvais choix de privatiser Aéroport de Paris. Vous avez évoqué les autoroutes. Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, le tarif autoroutier monte tellement qu'il y a des révoltes contre ça. Il y a des fois des partis politiques qui s'en saisissent. C'est dénoncé très souvent cette augmentation incroyable des tarifs de péage sur les autoroutes. Sachez que pour les aéroports, c'est exactement la même chose. Chaque fois qu'un avion se pose, chaque fois qu'un avion décolle, chaque fois qu'un avion stationne, circule, utilise les services, les infrastructures d'un aéroport, il paye des taxes. Il paye pas que ça comme taxe, hein, il en paye bien d'autres. Alors, l'aéroport, j'entendais dire que, par votre interlocuteur, que les boutiques étaient privatisées, etc. Je suis moins certain que lui. Il y a une partie peut-être... C'est Catherine Girard qui parlait. Oui, Catherine Girard. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que, très sincèrement, cette vision-là est un peu surprenante parce que, à ma connaissance, les boutiques, au contraire, sont la machine à cash de Paris Aéroport. Et c'est pour ça que, justement, ces comptes se sont bien améliorés et autres. Alors, certes, dans Aéroport de Paris, Paris Aéroport, il n'y a pas le contrôle aérien. Le contrôle aérien reste sous l'autorité de l'aviation civile française, ou plus exactement maintenant, avec les imbrications, le ASA européenne. Mais voilà. Alors, ça pose aussi un autre problème que cette histoire de privatisation pour des subventions, pour des concessions à des grandes sociétés. Premièrement, on a vu ce qui s'est passé pour Toulouse, un consortium chinois qui achète et qui 2 ans après revend en faisant une plus-value. Quelle est la continuité entrepreneuriale là-dedans? Que se passe-t-il pour les salariés? Un peu chaud quand même. Derrière, je vois aussi un autre problème important, c'est la sûreté de l'État. Et là, c'est autre chose. Je dis pas que les repreneurs éventuels d'Aéroports de Paris seraient défaillants, mais il faut bien être conscient, je ne sais pas si les auditeurs le savent, qu'un aéroport, c'est pratiquement la plus importante de toutes les frontières d'un État. Aux États-Unis, alors certes, tous leurs aéroports ont le statut d'aéroports internationaux, ou quasiment tous, par rapport aux gens qui rentrent par terre ou par mer, c'est colossal. Alors bien entendu, c'est presque un continent entier, c'est-à-dire que aussi bien côte est que côte ouest, même le Canada, parce que les routes et les distances sont telles que les gens voyagent très peu par route pour rentrer loin à l'intérieur des États-Unis. C'est donc principalement du trafic aérien. Mais en France et en Europe, ça peut être tout à fait la même chose. Je veux dire, la France et Aéroport de Paris, qui représentent quand même le plus gros trafic européen, c'est une frontière gigantesque. Et donc, il faut absolument avoir les moyens de la faire fonctionner. Alors, si on dit et si on me garantit que il y aura les moyens mis pour qu'il y ait plus ces queues et ces files d'attente interminables, j'ai vu encore que le président Augustin de Romanet avait fait un tweet il y a quelques 15 jours, parce que soi-disant un matin, en tant que client mystère, il s'était pointé à 7h30, il avait été surpris par les files d'attente. Il aurait dû le faire bien plus tôt. Il l'a découvert étonnamment tard. Hein. Ouais. Voilà, je pense que c'est très opportuniste comme découverte. Mais bon, très bien, je lui donne gré de ça. Modifions. Mais est-ce qu'il a vraiment la main sur le nombre de fonctionnaires de la police de l'air et des frontières ou sur la mise en œuvre efficace des portail automatique paraf, etc. Catherine Girard. C'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je pense pas que ce soit privé ou que ça ne soit pas privé, c'est le problème de la douane ou le problème de la police, c'est toujours le même. C'est celui du ministère de l'Intérieur. Il n'est pas nouveau puisque j'ai fait, moi, des réunions sans fin avec le ministère de l'Intérieur au moment où on a voulu monter Paraf, précisément parce qu'il y avait une trop grosse attente de nos passagers à l'arrivée. Voilà, bien sûr. Patrick Mignon. Mais l'État français, en tout cas le ministère de l'Intérieur, pour le coup, et là c'est plutôt un plus dans la privatisation de Paris Aéroport, l'État français, lui, n'est pas une entreprise commerciale et qui n'a pas à satisfaire des clients.
Or, typiquement, Air France et Aéroports de Paris ont à satisfaire leurs propres clients qui sont très contents de voyager à 900 à l'heure, d'avoir le minimum d'attente à l'arrivée et des transports qui se déroulent à peu près correctement, si c'est pour perdre 2 heures dans une file d'attente à l'entrée parce que les moyens n'y sont pas. Donc ça serait peut-être un plus parce que évidemment que les acheteurs ou le consortium qui achèterait ou qui se verrait concéder Aéroports de Paris mettrait ça dans la balance, mais encore que on est franco-français et je ne sais pas si ça serait tellement efficace. Moi, le pire pour moi, c'est l'exemple de Toulouse. Je veux dire, on vend des fleurons à l'étranger qui fait de la finance, qui se sert de ça pour faire de la finance. On oublie totalement les hommes et les femmes qui travaillent tous les matins, du bagagiste à l'hôtesse d'accueil, au directeur d'aéroport, en passant par tout le système. Un aéroport, il faut voir comment ça fonctionne, et j'en ai vu qu'une microscopique partie de mon point de vue. C'est quelque chose qui est très complexe à gérer. Il y a même eu, je crois, un jeu vidéo où vous étiez dans la peau d'un directeur d'aéroport, et là, ça permettait aux gens de voir un petit peu ce que c'était, encore que ça devait être léger. Très franchement, c'est quelque chose qu'il est très dommage de laisser partir. Encore une fois, les infrastructures de ce type-là, que ce soit autoroute, vous savez qu'auparavant j'étais à Debout la France, vice-président de Debout la France, on a beaucoup et on avait dans l'argumentaire le retour et de revenir sur les concessions qui ont été accordées aux entreprises d'autoroute. Je suis pas persuadé que ça soit bien pour les usagers de l'autoroute qu'elles aient été concédées. Je suis pas du tout persuadé de la même chose que pour les compagnies aériennes, comme les usagers des compagnies aériennes. Je suis pas persuadé que ça serait une bonne chose qu'Aéroports de Paris soit privatisé. D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai voté contre. Difficilement. Je l'ai fait au tout début de ce référendum d'initiative partagée, et c'était compliqué. Oui, alors ça, c'est un sujet qui va peut-être être évoqué. Ouais. C'est la difficulté de mettre en œuvre ce référendum d'initiative partagée. On dirait que c'est fait exprès pour empêcher les gens. Alors, je donne un tout petit argument aussi, c'est que récemment, il y a un aéroport qui est en gestation à Berlin, et cet aéroport va être sous gestion publique, pas privée. Oui, c'est possible. Mais enfin, moi, je regarde ce qui se fait aussi à l'étranger. Aux États-Unis, il y a beaucoup de compagnies aériennes privées, même c'est des compagnies gigantesques, Delta, comme US Airways, c'est des compagnies très très grandes, c'est des gros consortiums, mais je crois que très très peu d'aéroports sont privés. Il reste la propriété des États. Même le PONIA, Port of New York Authority, et avec le New Jersey, c'est un consortium semi-privé qui gère cet aéroport. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a eu un très grand nombre d'arguments qui sont guère favorables à cette privatisation. Je tiens à vous remercier, Patrick Mignon, pour votre intervention, qui a apporté la connaissance du terrain en quelque sorte, et que vous avez que vous avez eu la chance de voir de haut. Voilà. Allez, très bonne soirée à vous et à une autre fois. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, on va peut-être maintenant passer la parole à Monsieur Boutet, qui a récemment écrit un article qui m'avait intéressé, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité, dans Boulevard Voltaire, et qui disait son opposition à cette privatisation. Je voudrais que peut-être vous donniez votre point de vue, cette fois-ci un peu extérieur au monde qui est celui et de Catherine Gérard et de Patrick Mignon, c'est-à-dire celui de l'aviation. On reviendra tout à l'heure, parce que je pense que j'ai vu qu'elle notait des choses, Catherine Gérard, quand Patrick Mignon parlait. Je pense qu'elle a encore quelques petites choses à ajouter. Mais, Monsieur Boutet, alors, vous, c'est une position politique que vous avez. C'est pas une position technique. Vous n'êtes pas à Air France. Vous n'avez pas été à Air France. Vous êtes quelqu'un qui même est plutôt du côté de la mer que du ciel. Vous êtes à Saint-Nazaire. Et vous allez même, je pense, être tête de liste aux prochaines élections municipales à Saint-Nazaire. Alors, mais vous êtes intéressé à cette question. Alors pourquoi?
Oui, je me suis intéressé. Je pense déjà que ça intéresse beaucoup de Français. Le fait qu'il y ait ce premier million de signataires... C'est bouché, non pas bouté. Oui, j'en suis désolé. Le fait qu'il y ait ce premier million de signataires, ce qui n'était pas forcément acquis pour la procédure référendaire, ça montre quand même qu'il y a un intérêt des Français. Moi, ce qui m'a intéressé dans ma réflexion, à la fois dans mon conseil municipal où j'ai posé une question orale au maire, qui est un maire socialiste, donc je pouvais me dire qu'il aurait peut-être une... À Saint-Nazaire, c'est toujours le cas. C'est historiquement socialiste depuis un siècle. C'est vraiment un système socialiste, communiste, voilà. Etc. Alors je me suis dit un petit peu avec malice, en posant une question à une majorité municipale de gauche, pour qu'elle favorise une communication officielle autour de la question du référendum, comme la gauche est censée être défenseur du service public, il ne pouvait pas refuser. Et en fait, le maire et la gauche a balayé cet argument, alors que ma question et l'article qui a suivi, que vous avez cité sur Boulevard Voltaire, exprime une opinion qui est, je pense, partagée par beaucoup de Français, pas simplement ceux qui sont intéressés là par la question du référendum sur les ADP, c'est qu'il y a un défaut total de communication de l'État jusqu'aux collectivités locales sur cette question. Défaut qu'il n'y avait même pas eu en 2004-2005 de mémoire quand il y avait le vote sur le traité de constitution européenne. Puisqu'il y avait quand même eu un minima, un petit peu de communication officielle sur le service public. Il y avait eu même cette émission là dont on a beaucoup reparlé quand le président Chirac est mort, où le président Chirac avait débattu sur la question du TCE avec des jeunes. Enfin, il y avait vraiment eu, à minima, une communication officielle de l'État, qui d'ailleurs peut-être a joué sur le résultat final. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a dans ces deux types de référendums une totale opposition. La notion que nous avons du référendum, c'est un référendum qui vient du haut vers le bas. Oui. C'est-à-dire que Sa Majesté veut bien interroger son peuple. Oui. C'était ça sur la Constitution européenne. C'était ça. C'était et en étant à peu près sûr de la réponse du peuple. Oui, donc quoi, le plus souvent aujourd'hui, le peuple répond d'une façon différente. Ce qui évidemment effarouche complètement Sa Majesté sur l'idée de faire un nouveau référendum. Quand j'emploie le terme Sa Majesté, vous comprenez bien que je désigne collectivement le pouvoir. Tandis que là, on est dans une situation où c'est au contraire le vrai souverain. Non pas Sa Majesté, mais le vrai souverain, le peuple. En commençant par ses représentants, en l'occurrence les 185 députés qui ont déposé la proposition de loi, qui... Peut-être, si le peuple le suit, s'il y a 4 700 000 signatures, oui, c'est tout le problème, c'est ça qu'on va évoquer maintenant. C'est le peuple qui, au contraire, va se saisir d'une question, et vous doutez bien que la Majesté, elle veut pas qu'on en parle, parce qu'elle a déjà pris sa décision. C'est fait. Oui. Vous pensez bien que M. Macron, qui avait déjà prévu cette privatisation lorsqu'il n'était pas président de la République, mais simplement conseiller de M. Hollande, eh bien, il voulait déjà. Et cette confidence a été faite par Vidali. Vidali, qui était ministre des Transports, a écrit un livre et il a expliqué que dans les réunions ministérielles auxquelles participaient évidemment les membres éminents du cabinet de l'Élysée, parce que faut pas oublier que Macron était dans l'équipe de Hollande dès le début, en tant que secrétaire adjoint, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Eh bien, dans ces réunions avec Sapin, il prenait position pour la privatisation. Ce qu'il a caché ensuite. Mais donc il était pour la privatisation dès le début, c'est-à-dire lorsqu'il était même pas ministre de l'économie. Il y a déjà un précédent qu'a cité M. Mignon il y a quelques minutes, c'est le fiasco de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, quand M. Macron, qui était alors ministre de l'économie, était en exercice en 2015. Et on a vu ce que ça donnait avec une reprise chinoise qui est partie en capilotade. Il y a vraiment, sur la question de nos aéroports, pour parler des aspects techniques et de souveraineté, même si c'est pas sur cette question que je me suis intéressé, il y a un aspect de sûreté de l'État, de sécurité nationale, c'est un enjeu de souveraineté. Et il y a un double discours de Macron sur ce sujet, comme sur
beaucoup d'autres. Tout comme il y a un double discours du président Macron sur le fait de dire on va abaisser le seuil pour le référendum d'initiative partagée à 1 million, comme il l'a annoncé en août dernier. Alors maintenant que ce seuil est atteint depuis quelques jours, puisque je crois depuis le 7 décembre, nous avons atteint 1 million selon les chiffres du Conseil constitutionnel, eh bien, il faudrait prendre Macron au mot. Et autant il peut sembler très difficile d'atteindre les 4,7 millions, parce que moi je pense que tous les Français ne sont pas intéressés par cette question. Si un sondage d'opinion montre qu'il y a 20% d'intéressés, je pense quand même que le sondage dit plutôt vrai. Autant c'est difficile d'atteindre plus de 4,5 millions, autant si on établit réellement par une réforme constitutionnelle un seuil à 1 million, ça rend ce sujet beaucoup plus facilement... il y aura vraiment un référendum, et il y aura un référendum sur d'autres sujets éventuellement par la suite. Mais là, je me tourne vers le professeur Tournafont, parce que c'est un vrai problème. Bon, la procédure du référendum d'initiative partagée a été introduite, et je suis bien placé pour le savoir, dans la réforme constitutionnelle de 2008. Oui, c'est ça. J'étais d'ailleurs l'auteur d'un des amendements qui a amené cette réforme. Mais les conditions sont très précises, beaucoup trop précises d'ailleurs, et je ne pense pas qu'on puisse fonder un référendum sur un chiffre qui soit inférieur à 4,7 millions, puisque c'est inscrit dans la loi. Alors, cela étant dit, est-ce qu'il serait possible que le président, dans le fond, se saisisse, parce que lui, il aurait le droit de reprendre la question sous la forme d'un référendum qui, cette fois-ci, sera un référendum présidentiel. Ça ne pourrait pas être un référendum populaire, puisque manifestement, les 4,7 millions. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais je suis tout à fait avis. Oui, on peut tout dire. De toute façon, Emmanuel Macron pourrait parfaitement faire abaisser le seuil à 1 million, 1,2 million, 1,3 million. C'est tout à fait envisageable. Il peut tout faire. Il est omnipotent dans ce pays. Il peut tout faire. L'Assemblée nationale ne va pas lui dire non, évidemment. Le Conseil constitutionnel non plus. Ce sont des assemblées qui sont pratiquement à sa botte. Alors effectivement, si on s'oriente vers le système, je suis assez favorable à ce système de référendum d'initiative partagée, parce que là, sur des sujets comme celui-là, qui sont des sujets au fond d'intérêt général et assez techniques et pas trop idéologiques, on peut avoir justement de bons résultats. Et ça peut servir d'entraînement au peuple français qui est très immature sur le plan de ce genre de liberté, parce que les Français ont eu très peu l'occasion de voter par référendum, contrairement aux Suisses qui ont une grande maturité. Et même aux Italiens maintenant. Et même aux Italiens, et même aux Californiens, comme le disait Yvan Blot, et même peut-être aux Bavarois, et à une foule de peuples qui ont pris la mesure de l'intérêt de cet instrument. Mais on a le sentiment qu'en France, vous savez, je dis toujours en France, la démocratie, c'est comme les gens qui parlent toujours du sexe et qui ne le pratiquent jamais. C'est exactement la même chose. Il y a quelque chose de psychanalytique là-dedans. La démocratie est un mot qu'on jette à la figure des gens, et il y a une oligarchie au pouvoir, comme le disait Yvan Blot, qui n'a pas la moindre envie de partager justement son influence, une nomenclature républicaine. Alors là, c'est astucieux parce que c'est un moyen justement de mettre le pied dans la porte. Donc moi, je suis très favorable à cela. Le danger du référendum d'initiative populaire, lui, c'est sur des sujets idéologiques. Je pense pas que le peuple français ait les mêmes caractères que le peuple suisse, qui est un peuple extrêmement raisonnable, très attaché aux libertés, très attaché au respect d'autrui, à la propriété privée, à la liberté individuelle, pas très sensible aux idéologies à la mode, plein de bon sens, alors que le peuple français est très versatile, facilement inflammable, très divisé. Il y a beaucoup. C'est un peuple extrêmement hétéroclite aujourd'hui. Alors là, je suis assez réservé sur l'instauration brutale de référendum d'initiative populaire à la Suisse, dans un pays comme la France, parce qu'on pourrait très bien, comme le disait un ambassadeur de Suisse, avoir les soviets. Surtout dans une période de troubles politiques. Mais là, en effet, là, c'est très bien, cet référendum. Là, il n'est pas dangereux et il est instructif. Et alors, je vais d'ailleurs certainement aller voter. Vous avez bien fait de me le rappeler, parce que j'avais pas suivi du tout cette procédure, mais c'est le moment ou jamais. Il faut que les 300 000 auditeurs de Radio Courtoisie se précipitent tous comme un seul homme. Et qui aient tous voté. Et puis alors, ça serait un moyen quand même, peut-être, de faire comprendre
au pouvoir politique que... Alors moi je ne sais pas si le peuple est le souverain, moi je n'y crois pas du tout parce que j'ai jamais pensé que le peuple puisse être un souverain de quoi que ce soit, parce que d'abord un peuple c'est pas une personne. Pour moi la souveraineté appartient à Dieu uniquement et au roi, absolument pas au peuple qui est trop divisé. En revanche, si le peuple ne peut pas avoir... La Constitution pas tout à fait d'accord avec vous là. Oui, non, ça, je ne crois absolument pas, ce sont des élucubrations qui datent d'il y a 250 ans et qui n'ont plus aucune valeur. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si le peuple ne peut pas avoir le pouvoir, le peuple doit avoir du pouvoir. Et ça, j'y crois énormément. Et moi, je suis toujours, comme Yves Amblot, je pense qu'il faut un leadership, pardonnez-moi l'expression anglo-saxonne, mais c'est ça, une autorité politique. Une autorité qui, elle, a le pouvoir, mais qui s'appuie sur le peuple. Le droit du prince n'est du besoin du peuple, disait Pierre Boutan. C'est extrêmement important. On a besoin d'avoir quelqu'un qui dirige. Regardez, la force de la Russie, c'est d'avoir Poutine. C'est une évidence. En revanche, il est très important qu'il y ait une assise populaire très solide, comme l'avait créé d'ailleurs le général de Gaulle. Donc je suis favorable au référendum. Moi, je ne suis pas du tout hostile à une monarchie ou à un pouvoir autoritaire fondé. Alors ça fait horreur aux gens qui nous gouvernent, ça, le projet que je suis en train de décrire. Ils appellent ça la démocrature, rappelez-vous. Eux, l'idée qu'une alliance entre le souverain véritable, donc celui qui commande, et le peuple, ça leur fait horreur parce que, c'est-à-dire qu'ils sont dévoilés. Ils sont à ce moment-là démasqués et ils perdent leur pouvoir. Ça, ils ne le supportent pas. C'est pour ça qu'ils sont tellement hostiles à cela. Mais je crois que c'est intéressant pour nous. Il faut aller dans cette voie, absolument. Ouais. Ça, c'est une idée de Chateaubriand, ça, oui, l'idée de la connexion entre le pouvoir royal. C'est le régime mixte, mais le roi a toujours été le souverain. Le mot qu'il employait. Mais bien sûr, le souverain s'appuie sur le peuple parce qu'il est garant du bien commun et de la justice. Et le peuple a besoin du roi parce que c'est le seul à pouvoir intervenir. Le peuple ne peut pas lui-même gouverner, c'est une imposture totale. Bon, enfin, le peuple, c'est une pluralité de gens, et surtout en France, encore le peuple suisse est homogène par rapport au nôtre. Ça, c'est un paradoxe quand même. Écoutez, moi, je vous remarquer qu'il y a quand même ils ont 4 langues, ils ont deux religions, mais ce sont des gens qui ont les mêmes origines. C'est vrai, ils ont surtout la même mentalité. Ils ont eu la même mentalité et ils ont une histoire commune qui était de résister à une certaine forme de despotisme qui ne devait pas être très, très, très grande d'ailleurs. C'était celle des empereurs d'Autriche. Mais c'est comme les Anglais. Il y a une analogie entre les Suisses et les Anglais. Le marin britannique qui affronte les éléments déchaînés sur la mer, quand il revient chez lui, il n'a pas envie que l'État vienne lui casser les pieds et le taxer. Eh bien, le Suisse qui est confronté au péril de la montagne et qui revient au péril de sa vie, il n'a pas envie d'avoir un agent du fisc qui l'attend chez lui pour le taxer. C'est insupportable. Et c'est ça que je ne comprends pas chez les Français, c'est que il n'est pas ce réflexe de défense face à l'omnipotence de l'État, qui est absolument disproportionnée en France. Alors là, en plus, il y a quelque chose qui paraît extrêmement choquant, je pense à nos compatriotes, c'est qu'ils voient qu'en effet, l'État brade le patrimoine. On dit aujourd'hui c'est ADP, demain ça sera EDF, après-demain ça sera quoi le château de Versailles qui sera vendu aux Chinois, comme le port du Pirée. Et où les forêts françaises, puisqu'il en est déjà question. C'est déjà en partie. L'ONF est déjà en faillite. Le funeste ONF est déjà en faillite, après avoir géré n'importe comment pendant un demi-siècle la forêt. Et que dit-on? Il faut des investisseurs étrangers pour rentabiliser cette forêt. C'est fini, enfin voyons. Alors là, les gens sont conscients, et là, il faut dire halte là. C'est indiscutable que c'est une mission de service public. Surtout que moi je dis, on dit, le service public est privatisé. Très bien, mais alors que les impôts disparaissent. Parce que là, on paye toujours autant de taxes et d'impôts, alors qu'il n'y a plus de services publics. On en paye même plus. Et on en paye encore plus qu'avant. Donc il y a quelque chose on a atteint d'ailleurs le niveau du record mondial, pratiquement, de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques par rapport au PIB. En Europe, les Danois, qui étaient encore nous il y a 2 ou 3 ans, sont maintenant derrière. Mais les Suédois, ça fait longtemps. Les Suédois, ça fait au moins une dizaine d'années qu'ils sont, depuis qu'ils ont fait un certain nombre de réformes, notamment la réforme des retraites, eh bien ils sont passés derrière. Curieusement, ce sont maintenant les Belges, je pense, qui sont les plus proches de nous. Mais bon, les Belges sont malheureusement pour eux, à moitié francophones. Je dis une horreur là, mais je le fais exprès. Oui, c'est vrai, bien sûr. Non, mais je dis une horreur. Ils sont à moitié francophones, mais quand vous comparez les deux moitiés de la Belgique, c'est horrible. C'est la partie francophone qui pense mal.
C'est toujours le problème. C'est la partie francophone qui est socialiste. Mais de toute façon, et qui ruine le reste du pays. Mais alors, Ce qui fait que les Flamands ont évidemment de plus en plus envie de prendre leur liberté par rapport à ça. Mais c'est dramatique parce que pourquoi est-ce que les francophones belges sont-ils socialistes? Parce que tout simplement, on leur a passé le virus. Je sais bien. Parce qu'on parle la même langue. C'est terrible de dire ça. Et c'est la même chose pour les Suisses romands. Qu'est-ce qui tire vers le bas? C'est le canton de Genève et Neuchâtel et le Jura qui sont socialistes. Moins Vaud, moins Fribourg, heureusement. Ils sont mixtes, je crois. Hein. Oui, mixtes, mais enfin, Genève, qui est une des villes les plus riches du monde, trouve moyen d'avoir une proportion de socialistes importante. Mais c'est les bobos, c'est le drame des bobos. Et alors la France a une énorme responsabilité. De l'idéologie. Mais cher ami, c'est la Révolution française. Le poison est là. Le poison est dans la Révolution française. À quoi a servi cette révolution, à part nous ruiner, à faire la guerre à tout le monde? Franchement, on se le demande. Certes. Bon. Absolument. Et il y a enfanté Napoléon qui nous a ruinés davantage encore. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu votre livre, l'identité ou mourir, parce que c'est ça. L'identité ou la mort. Ou la mort, c'est ça. Oui. C'est pas la liberté ou la mort, c'est l'identité ou la mort. Parce qu'au début, là, on a dit, il faut que le pouvoir soit au peuple français. C'est l'idéologie révolutionnaire. Mais maintenant, cette même idéologie révolutionnaire nous dit, il faut que le pouvoir soit à l'humanité tout entière. Mais ça veut dire que c'est la mort de l'identité française. C'est la mort et quand vous perdez votre identité, c'est que vous perdez ce qui fait que vous êtes vous-même. Et donc, ça se soigne d'ailleurs. La privatisation de l'aéroport, pour vous, c'est une petite mort. Mais bien sûr, c'est une petite mort. Comme parmi d'autres, il faut absolument lutter. Et j'exhorte les. Et même un libéral, je parlais de Chateaubriand tout à l'heure, qui était lui aussi un libéral conservateur. Peut penser effectivement qu'il y a certaines privatisations qui ne doivent pas. Il faut que ça reste dans le domaine public. Voilà. C'est absolument indiscutable. Tous les arguments qui ont été développés sont extrêmement convaincants. Ils sont des arguments de bon sens. Je me retourne vers Monsieur Boucher pour lui demander, parce que tout à l'heure il a fait allusion à une chose très importante. Alors peut-être que Catherine Jarre, je pense qu'elle a aussi, elle s'est aussi intéressée à ça. Moi j'avoue que je dois avoir répondu, je dois avoir signé, mais ça ne m'a pas posé trop de difficultés. Il paraît que c'est quand même pas facile. Que l'une des difficultés qui ont été mises devant ce référendum, c'est effectivement la difficulté d'accès. Alors je sais que quand on avait voté ça, beaucoup de gens considéraient que le fait d'avoir limité les signatures à Internet, à l'utilisation de l'informatique, était, par exemple, une barrière pour les personnes âgées qui ne sont pas habituées à ça. Et lors, on en a parlé, c'était, rendez-vous compte, en 2008. En 2008, on posait déjà le problème, c'est un problème qui existe toujours et qui à mon avis, n'est pas suffisamment évoqué. Alors, vous avez étudié ces difficultés d'accès, vous pourriez en parler un peu? J'ai étudié ça, c'est précisément. Alors, c'est quand même objectivement plus facile maintenant de signer, mais comme il y a eu une sorte de curiosité médiatique autour de cette question du référendum dans en gros la première semaine en juin 2019, les internautes qui ont signé ont quand même trouvé un site qui était extrêmement peu ergonomique, qui était peu intuitif dans la manière dont il fallait remplir le formulaire, puisqu'il fallait notamment renseigner un code qui n'était pas un code postal mais qui ressemblait beaucoup. Moi, par exemple, le 44 600, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu 44 119. Et toutes les communes, c'était pareil. Il fallait renseigner également son nom d'une manière très précise. Un des arguments qui a été donné, qui semble totalement absurde, c'est que le site ayant été construit dans la foulée du référendum en 2008, il était adapté aux normes du début des années 2010, et puis on aurait pensé finalement qu'il n'aurait jamais servi. Mais même si c'est un gadget, même si c'est vrai. Moi, je trouve que même si c'est vrai, je trouve que l'argument est absurde et on a du mal à y croire. Surtout qu'on peut le changer. On peut l'améliorer. Un site, il peut toujours être paramétré ne serait-ce que pour être accessible, un minimum ergonomique, accessible aux personnes âgées, parce qu'on nous parle tout le temps de république numérique, etc., et de désert numérique dans la ruralité. On voit pas trop comment un certain nombre de publics, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées, pourraient participer à ces référendums. Donc en gros, on leur dit implicitement, vous êtes des citoyens de seconde. Oui, vous êtes des incapables majeurs. Des incapables. Il y a autre chose qui m'a marqué. Moi aussi, je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir mentionné dans mon article. Il faudrait sans doute que je fasse une suite de cet article. Mais vous êtes là pour le faire sur Radio Courtoisie. Je vais donc le préciser à l'oral. C'est que il y a aussi la possibilité de signer ce référendum effectivement sur papier.
Mais c'est ouvert dans les chefs-lieux de canton, en fait dans les mairies des chefs-lieux de canton. Donc ça, moi, vous voyez, je l'ignorais, ça. Oui, ça donc précisez-le. Donc on précise bien, on peut également. Mais par exemple, si vous êtes parisien, où est-ce que vous allez signer ? Dans les mairies d'arrondissement. Dans les mairies d'arrondissement, voilà, c'est ça. Paris et les métropoles, ça posera pas de problème. Mais enfin, moi, je vois alors pas dans mon canton, mais disons le deuxième canton de Saint-Nazaire. Le deuxième canton de Saint-Nazaire, on va être obligé de signer dans une des mairies annexes de Saint-Nazaire. Mais les gens qui habitent jusqu'à 28 km plus à l'est, c'est la limite, 18 km, pardon, plus à l'est, la limite extrême du canton, on va dire vers Donge ou Béné, pour peu qu'il n'ait pas de voiture, bon, ils vont quand même pas aller prendre un bus départemental qui est assez, qui est assez peu facile à prendre, juste pour signer le référendum à Saint-Nazaire. Enfin, ce que je dis, je pense, c'est valable dans beaucoup de cantons, notamment de cantons ruraux, de la France périphérique, périurbaine. Il faudrait à minima, en plus d'une campagne officielle de l'État, d'une possibilité, d'une incitation aux collectivités locales, d'un affichage municipal à minima sur cette question, il faudrait aussi qu'on puisse avoir dans chaque mairie une petite boîte, un petit point d'information qui précise comment signer. Il faudrait surtout qu'on en parle, on n'en parle nulle part. Oui, les médias en parlent. Est-ce que vous êtes passé devant des affiches qui en parlent? Jamais. En Suisse, quand il y a un référendum, on en parle partout. Les gens reçoivent chez eux un fascicule avec le oui et le non. Vous me direz que c'est lorsque le référendum est lancé. Ici, c'est uniquement pour recueillir les signatures, c'est l'étape précédente. Mais même, il est anormal qu'il n'y ait aucune publicité qui soit faite. Et là où c'est pernicieux, c'est que le seul affichage, parce qu'il y a un petit peu d'affichage sauvage sur cette question ou sur les panneaux d'affichage officiels, enfin le seul affichage qui existe, comme il n'y a pas l'affichage de l'État ou des collectivités, c'est finalement un affichage politique de la France insoumise, sans préciser la couleur politique, mais c'est implicite. Ce qui risque de mettre un certain nombre de personnes en recul par rapport au fait de signer en se disant « Ah oui, mince, je ne vais pas signer pour Monsieur Mélenchon ». Et puis c'est politiser excessivement une question qui pourrait tout à fait être transpartisane, puisqu'on la peut preuve, c'est que les 185 signataires recouvrent l'essentiel de la volonté politique. Le Rassemblement national a fait une communication là-dessus, tout de même, parce que je pense qu'ils veulent voter non. M. Boucher est mieux placé que moi pour vous répondre. Alors, c'était peut-être pas le jour même, mais dès le lendemain du lancement de la procédure référendaire, on a appelé nos électeurs à voter contre. Ouais. Même si on est lucide sur le fait que notre électorat est sans doute assez peu mobilisé sur cette question. Oui, il faut les réveiller. Il faut les réveiller naturellement. Il faut les réveiller. Cette émission est faite pour ça. Alors, je vais peut-être maintenant passer la parole aux auditeurs. Et c'est en revanche Alexandre qui parlera à leur place. Voilà, en lisant les nombreuses questions qui ont été déposées pendant cette émission, qui manifestement ont suscité l'intérêt. Et j'en suis très content. Vous êtes donc sur Radio Courtoisie. Vous écoutez le journal de la Résistance française dirigé par Christian Vanest, en compagnie de Catherine Gérard, Olivier Tournafont et Gauthier Boucher. Et nous avons des réactions d'une auditrice qui commente « J'ai essayé, trop compliqué, j'ai renoncé à regret ». C'est ça. Donc, mais alors, je peux une petite intervention. Mais elle peut désormais aller à sa mairie d'arrondissement. Mais est-ce que c'est aussi compliqué que de prendre une carte grise ou de demander un renouvellement de passeport? Parce que c'est infernal. Il faut, pour avoir une demande de passeport, c'est 2 heures à s'arracher les cheveux. Moi, personnellement, j'ai mis 4 heures à signer le référendum au bout de 3 reprises. Alors, vous êtes pourtant un praticien habituel. Et vous êtes jeune et j'essaie de signer au plus tôt. Catherine Gérard? C'est ça. Est-ce que je peux répondre? J'ai noté, moi, sur le site référendum.intérieur.gouv.fr /soutien/étape-1, ça permet d'y accéder beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça que je l'ai fait, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. C'est le lien direct, oui. Non, c'est pas le lien direct. Celui qu'on a en général, il s'arrête à .gouv.fr. Oui, parce que c'est la plateforme qui centralise tous les référendums potentiels. Mais là, c'est spécifiquement ce référendum-là, en l'occurrence. Là, c'est... Vous pouvez le répéter, madame, peut-être? Oui. www.référendum.intérieur.gouv.fr /soutien/étape-1.
Oui, il n'y a même pas ADP là-dedans. Oui. C'est étape-1. Oui. Ouais, c'est fou. Hein. On pourrait tout à fait, par exemple, construire une adresse Internet simplifiée pour permettre aux gens un accès beaucoup plus rapide aux gens qui ne sont pas familiers d'Internet. Ça, c'est tout à fait techniquement faisable. On va redonner la parole aux auditeurs, là, parce qu'il y a d'autres questions. Enfin, ça, c'était pas une question, c'était malheureusement un constat. Alors, une autre réaction. Je voudrais signaler à vos intervenants que j'ai par 5 fois essayé de voter au référendum concernant la privatisation de l'aéroport de Roissy. Et à chaque fois, le logiciel gouvernemental me rejetait soit que le nom de ma commune n'était pas reconnu, soit que le code postal ne connaît pas. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je pense que d'autres personnes ont enregistré ce genre de refus et je ne suis pas loin de penser que le logiciel est fait pour permettre et mettre en œuvre les votants afin de les décourager et ainsi d'en diminuer leur nombre. Bien cordialement. Alors ça, malheureusement, vous savez, là, on est en plein dans le mal français, comme disait Alain Peyrefitte, quoi. Hein. C'est-à-dire, et on le sent aussi dans l'affaire des retraites, quoi. C'est-à-dire dans le fait que, vous voyez, cette phrase de cette auditrice dit clairement, je ne fais pas confiance aux gens qui nous dirigent. Évidemment pas. Non seulement je leur fais pas confiance, mais même je pense qu'ils sont en train de me tromper, quoi. Je pense qu'ils traînent les pieds. Au mieux, ils traînent les pieds. Mais c'est terrible. Une démocratie peut pas fonctionner avec une conception pareille. Mais non. Mais d'ailleurs, ce qui est ahurissant, c'est que plus vous êtes gouverné par des gens qui se disent démocrates, plus ces gens essayent de vous trahir. C'est nous, les royalistes, qui défendons le peuple et qui disent aux gens, exprimez-vous, votez. C'est quand même le paradoxe. C'est incroyable. Pas tous les royalistes n'ont pas toujours dit ça. Non, certainement, mais je parle des royalistes modernes. Les temps ont changé. Oui, j'entends bien. Non, mais les temps ont changé. Une autre réaction. Bravo pour votre émission que je prends en cours. Victor Hugo a écrit, en effet, le socialisme, un autre mot pour envie. C'est la privatisation de l'aéroport. Absolument. C'est juste de l'envie. Alors, une autre réaction. Bonsoir messieurs, merci de votre émission excellente. Je pense que les choses sont déjà faites et depuis longtemps. Je travaille moi-même à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ah bah voilà. Donc, quelqu'un qui est sur place. Hein. Un praticien. Voilà. Où les écriteaux sont en français, en anglais, en chinois même, mais pas en espagnol, pas en portugais ou en russe. Le personnel relativement âgé d'ADP a été transféré dans les bureaux de Vinci à Paris. Il a été remplacé par des jeunes personnes souvent d'origine d'Europe centrale. Parlant français, il y a aussi pas mal d'Asiatiques qui viennent sur la plateforme. Merci et encore bien à vous. Bon. Ça, c'est une petite remarque pour nous dire sur l'identité française. Voilà. Oui, puis aussi pour... voilà. Est-ce encore un projet français ? Il faut se poser la question. Manifestement, ce sera moins si c'est privatisé, ce ne sera plus forcément. Alors, une autre remarque. Les autres médias parlent tellement peu de ce référendum qu'il est logique que les signataires peinent à atteindre les 4,7 millions nécessaires. Ah oui, évidemment. Oui. Mais ça, il y a une responsabilité des partis politiques de droite qui pourraient faire la promotion du... C'est une chose que je ne parviens pas à comprendre. Oui, parce que là, ils sont vraiment tellement idiots. Comment se fait-il que ceux qui ont participé à cette signature ne se manifestent pas aujourd'hui, comme si quelqu'un leur avait téléphoné pour dire arrêtez, faites pas ça. Mais c'est tout à fait possible. Là, pour le coup, c'est moi qui fait preuve de soupçon. Non, mais vous savez, la théorie du complot, on dit toujours il faut pas tomber dans la théorie du complot, mais c'est l'État lui-même par ses pratiques qui incite les gens à tomber dans la théorie du complot. Malheureusement, on n'a plus confiance du tout. En Suisse, il y a beaucoup moins de théories du complot. Ah oui. Parce qu'on fait confiance à l'autorité. On estime qu'elle est bienveillante et qu'elle est axée sur le bien commun. Alors les Suisses, évidemment, ont une démocratie qui est très différente de la nôtre. Dans la mesure où, par exemple, il n'y a pas vraiment de majorité d'opposition, puisque tous les partis politiques sont représentés. Oui, au Conseil fédéral. Il y a quand même des oppositions violentes. Hein. Oui, si vous regardez les lettres de l'UDC, ils ne sont pas tendres avec les socialistes. Non, il y a un débat. Mais c'est pas une opposition, qui est une opposition de haute toit de là que je m'y mette, quoi. Alors que en France, c'est ça, quoi. C'est je veux le pouvoir. Et quand j'ai le pouvoir, en France, il y a une personnalisation du pouvoir. Bien sûr, qui est excessive. Qui est extrêmement dangereuse. Parce que la personnalisation du pouvoir ne devrait pas être possible quand les gens sont élus. Parce que c'est l'homme providentiel, à ce moment-là.
La seule personne qui peut personnaliser le pouvoir, c'est le souverain véritable, comme la reine d'Angleterre, le roi des Belges. Lui, il n'y a pas de danger parce qu'il n'est pas là pour faire carrière. Et les autres ne doivent pas. Parce qu'il n'est pas d'un parti. Et il n'est pas d'un parti. Il est au-dessus. Il représente l'État et la continuité de l'État. Alors, donc, comme dit Catherine Gérard, oui, mais il n'a aucun pouvoir. Bah, ça dépend. Il y en a, on peut lui en donner. Ça, c'est pas gênant. Mais ça, c'est parce que traditionnellement, il n'a plus beaucoup de pouvoir. Mais même, je pense, le roi Mohamed VI, qui a beaucoup de pouvoir au Maroc. Lui, il est normal que sa personne soit charismatique, mais les autres, non, ils sont au service de l'intérêt général. Donc l'homme providentiel, c'est le début c'est la dérive totalitaire, toujours, l'homme providentiel. Encore une question ? Oh oui, encore une réaction. Étant orlysien, habitant d'Orly, je voudrais savoir si ADP verse quelques menus monnaies à ma commune depuis la suppression de la taxe professionnelle. Bonne question. La taxe professionnelle n'a pas été supprimée, elle a été sans doute... Oui, si, elle a été modifiée. Si, elle a été supprimée. Elle a été remplacée, d'ailleurs. La taxe professionnelle ? Oui, elle a été remplacée par autre chose. Oui, non, mais il y a longtemps, déjà. Oui, mais il y a toujours un impôt. Mais c'est différent, ça s'appelle plus comme ça. Est-ce que ça a changé de touche ? Ça, je suis pas sûr. Rien. En principe, je pense que oui, à moins qu'il y ait une fusion une communauté d'agglomération qui effectivement, alors là, perçoit pour l'ensemble des communes qui en sont membres. Alors, une autre réaction. Félicitations pour votre sujet sur Aéroport de Paris. Est-ce que la réussite d'Aéroport de Paris ne vient précisément pas de la gestion étatique qui peut-être s'oppose à des aventures financières de court terme ? Oui, c'est vrai, oui. Relisons les travaux sur la qualité de William Edward Deming, qui a montré depuis longtemps les méfaits de la recherche de rentabilité de court terme pour les entreprises privées et l'opportunité pour certains services publics de transport d'être maintenus dans la gestion publique. Mais c'est une évidence, mais c'est tout à fait juste. Et on peut donner, deux exemples, la SNCF et l'ONF. Voilà, la gestion des forêts, tant que c'était l'administration des eaux et forêts, était prudente, modérée, respectueuse de l'environnement. Ça coûtait pas grand-chose, ça rapportait pas grand-chose, mais on avait des forêts magnifiques. Du jour où ça a été l'ONF, il a fallu exploiter, à la fois préserver et exploiter. La fonction exploitation l'a emporté sur la fonction préservation. Du coup, les forêts étaient surexploitées dans une optique industrielle. L'argent a été dilapidé. L'ONF est en quasi faillite. Et les massifs forestiers prestigieux comme Rambouillet, Fontainebleau, Orléans sont dans un état absolument déplorable. Ils ont été littéralement saccagés depuis un demi-siècle. Et maintenant, on nous dit ça va être vendu aux Chinois. Les forêts domaniales vont être vendues aux Chinois. Enfin, c'est absolument scandaleux. C'est évident que l'autorité publique, représentante du bien commun, doit assurer un certain nombre de missions d'intérêt général. Ça va de soi. Alors, l'exemple de l'aéroport de Toulouse est parlant. Catherine Gérard. Il est d'autant plus parlant que je voulais vous en parler justement, puisque l'investissement avait été attribué aux Chinois, qui avaient fait un placement financier au détriment des services de l'aéroport. On parlait de Toulouse, là, c'est ça De Toulouse, ils s'en sont mis plein les poches. Ils avaient récupéré finalement une excellente gestion par la Chambre de commerce de Toulouse. Auparavant, c'était très bien géré. Et du coup, l'aéroport valait beaucoup, a été vendu aux Chinois. Ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient et ils décident de repartir. Ils ont vidé, pour être clair, ils ont vidé la caisse, quoi. Ils ont vidé la caisse et ils laissent un programme d'investissement tel que les passagers aujourd'hui sont obligés de faire 3 fois le tour de l'aéroport avant de retrouver leur avion pour pouvoir sortir. Ah oui. Il paraît que c'est ahurissant. Il y a d'ailleurs eu, je pense, c'est la Cour des comptes qui s'est occupée de ça, je crois. C'est un sujet qui est effectivement... Alors... Je voulais ajouter que pour ADP, qui s'est vanté, puisque vous le disiez là tout à l'heure, d'être le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire depuis sa création. Ils ont beaucoup augmenté leur chiffre d'affaires. Grâce à quoi ? Grâce aux compagnies aériennes, grâce à l'ensemble des activités annexes. On se demande pourquoi aujourd'hui, ça serait mieux géré parce que ça serait privé. Non, ça ne sera pas mieux géré. Ça ne serait pas forcément mieux géré. Donc, à partir de là, pourquoi vendre ? Et pourquoi ça. Vendre quelque chose qui rapporte à l'État, qui rapporte 10 à 12% par an ? Parce que l'État, mais l'État est en faillite et racle les fonds de tiroir. Il est tourné fond. Alors, voilà, c'est malheureusement ça. Non seulement l'État va vendre, mais en plus de ça, il va être obligé
de payer une part à Aéroports de Paris, une indemnisation qui va être calculée selon une formule complètement folle, impossible à comprendre, je serais incapable de vous la décrire, mais où on prend en compte ce que vaudra l'aéroport dans 70 ans. Comment veut-on le savoir ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de ce que sera l'activité aéroportuaire ? Que se passera-t-il dans 70 ans ? Oui, effectivement. Oui. En tous les cas, il y a un certain nombre de choses qui clochent. Et ça a été assez bien vu au Sénat, les sénateurs ont rajouté un certain nombre de dispositions dans le cahier des charges. Et ils ont voulu le mettre dans la loi. Et plus on met de dispositions dans la loi qui sont obligatoires pour l'investisseur, moins ça va devenir intéressant pour les eux. Investisseurs, oui. Et du coup, on ne voit pas trop comment l'équilibre peut être trouvé. En tous les cas, il faut véritablement que le cahier des charges soit très précis sur les activités que l'État doit conserver. Non, mais le mieux est encore de voter contre ce truc-là et d'arriver, c'est ça. Pour voter, il faudrait d'abord que le référendum soit organisé. Oui. Or, encore une fois, si les signatures... Alors, le seul argument que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Boucher, c'est que peut-être il y aura une sorte de pression morale sur le président de la République dans le fait qu'il y a dès aujourd'hui plus d'1 million de signatures. Combien de temps cela étant dit, je vous fais une confidence, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'impact sur la morale de monsieur Macron. Je ne pense pas qu'il soit très sensible à ce genre de pression. Je suis content que ce soit vous qui le disiez. J'ai une très grande passion pour le président de la République actuelle. C'est un argument des opposants, effectivement, mais je ne pense pas que le fait qu'il y ait le seuil symbolique d'1 million, alors ça permet de reparler un petit peu du référendum, mais je ne pense pas que ça puisse changer les choses, puisqu'on a jusqu'au 12 mars. Les Français ont 12 mars prochain. Pour se prononcer. Alors, ce qui serait intéressant quand même si c'est pas du tout un sujet local, c'est Boucher qui parle. C'est que les Français puissent après tout s'en emparer dans le cadre de l'élection municipale. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas notamment pointer un certain nombre de listes, et notamment à gauche, et voir comment signent les colistiers. Parce que des organisations... Pour prendre en quelque sorte la gauche en flagrant délit de mensonge et d'hypocrisie. C'est-à-dire effectivement de faire dans la pratique le contraire de ce qu'ils prétendent lorsqu'ils expriment leur idéologie. Et quelque part, sans se valoriser, je pense qu'une liste qui dirait qu'elle a par exemple 2/3 ou 3/4 de ses colistiers qui sont signataires de cette démarche référendaire, par rapport à une liste par exemple d'union des gauches où cette question serait traitée avec indifférence, je pense que la première liste, elle a quand même un peu plus de crédit auprès de la population parce qu'elle montre qu'elle a un vrai souci du service public sans approche partisane. Parce que ce qui est dramatique avec la gauche, soit elle est en ce moment indifférente à cette question de la privatisation de l'aéroport, soit encore une fois, comme le fait France Insoumise, elle le récupère cyniquement en fait, en faisant son propre affichage. On a l'impression que l'affichage, que la campagne de communication de France Insoumise ou des organisations satellites autour de cette question de la privatisation, c'est en train de servir cyniquement les objectifs de carrière de M. Ruffin et de M. Quatennens en ce moment. Et qu'on n'est pas du tout dans un souci du bien commun, dans un souci de l'intérêt général ou de la défense du service public. Il faut avoir, je pense, sur ces questions, l'approche la plus transpartisane possible, la plus neutre, si tant est. La moins idéologique. La moins idéologique. Et il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué. C'est que, effectivement, le Rassemblement national soutient cette démarche. Bon, c'est dans son logiciel politique. Il n'a, ceci étant, pas été sollicité, comme n'a pas été sollicité M. Dupont-Aignan ou quelques autres députés d'hiver droite. Donc, il y a quand même une quinzaine de députés qu'on a mis de côté dans les 185. Dans les 185. Plus les sénateurs, donc je pense que c'est plutôt 240. Et puis il y a un double discours de certains députés. Il y a eu un petit débat tout à l'heure de savoir pourquoi la droite n'est pas trop au fait sur cette question, pourquoi elle ne s'implique pas trop. C'est peut-être aussi que la droite, sous Sarkozy, sous Villepin, sous Chirac, elle a privatisé les autoroutes et puis elle a enclenché la privatisation de GDF Suez dans les années 2005-2006. Donc il y a peut-être un double discours de la droite, enfin une double pratique qui la met un petit peu en porte-à-faux, qui la met en flottement. Alors cela dit, pour apporter un argument, objectivement, la privatisation